Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc continuons avec notre voyageur qui est dans son tunnel autour du trou noir et il était sur l'orbite des photos, rapprochons encore le tunnel du trou noir. Dans ce cas, les rayons lumineux lancés dans le sens du tunnel ne vont plus être en orbite, ils vont tomber vers le trou noir, donc ils vont se précipiter immédiatement en direction du trou noir. Donc au lieu de heurter la paroi extérieure du tunnel, dû au fait que le tunnel est incurvé, le rayon lumineux va heurter la paroi intérieure, côté trou noir. Car le rayon lumineux, c'est le rayon lumineux qui s'incurve encore plus que le tunnel. Optiquement, visuellement, le voyageur va avoir l'impression que le tunnel s'incurve dans l'autre sens, à cause de la déformation due à cette courbure des rayons lumineux. Pour lui, le centre de la boucle formée par le tunnel, est situé du côté opposé au trou noir. Visuellement, voilà un jeu d'optique qui est encore plus extraordinaire que les jeux des palais des glaces. Le raisonnement concernant la force centrifuge est tout à fait identique à celui dont on a discuté pour le cas du tunnel sur l'orbite des photons. S'il se déplace, la force centrifuge est dirigée, cette fois, vers le trou noir, puisque ce qui est pour lui une ligne droite, une géodésique, s'incurve vers le trou noir, et la force centrifuge va se diriger vers le trou noir. C'est cette géodésique qui plonge vers le trou noir, qui est la ligne droite sans force centrifuge. Et donc, il est poussé par la force centrifuge vers ce qu'il voit visuellement comme étant la paroi extérieure du tunnel. Tout ceci est en parfait accord avec le principe d'équivalence. Localement, dans son voisinage immédiat, le voyageur ne peut pas dire s'il est soumis à une force de gravité ou à une simple accélération. Localement, les lois classiques, en fait la relativité restreinte, s'appliquent parfaitement. Ainsi, dans un tunnel aux parois opaques, il ne peut pas savoir où se situe le trou noir. Tout ce qu'il peut mesurer est localement dans le tunnel. Et il constate dans tous les cas que la force centrifuge, lorsqu'il se déplace dans le tunnel, le pousse vers ce qu'il considère, lui, comme étant la paroi extérieure. Dans ce cas, dans le cas où le tunnel était sur l'orbite des photons, le tunnel lui paraît rectiligne et ne perçoit aucune force centrifuge. Ce comportement étrange de la force centrifuge est donc simplement une conséquence de la courbure particulièrement forte de l'espace-temps et du principe d'équivalence. Ceci étant dit pour le force centrifuge, continuons maintenant notre voyage. Le voyageur, en tombant dans le trou noir, décide donc de franchir l'horizon. Il prend la décision, je passe. Que se passe-t-il de particulier à ce moment-là, au moment où il passe? La réponse est simple, rien. L'horizon est un lieu géométrique. Ce n'est pas une barrière matérielle. Toute la matière qui constitue l'étoile en effondrement est déjà passée à travers l'horizon et en chute est tombée au centre du trou noir. Donc en fait, toute la matière est au centre. Et cet horizon n'est pas une surface comme pourrait l'être la surface de la Terre, c'est simplement un lieu géométrique. De plus, il faut appliquer le principe d'équivalence. En chute libre, le voyageur est en apesanteur. Et dans son voisinage immédiat, les lois de la physique sont décrites
par la relativité restreinte, sans gravité. Rien de particulier ne se produit donc au niveau de l'horizon. Certaines formulations de la géométrie du trou noir, en particulier la métrique de Schwarzschild, qui fut la première, donnent une singularité au niveau de l'horizon. Certains coefficients de la métrique deviennent infinis. Mais c'est un artefact mathématique, dû au choix malheureux de coordonnées. On peut faire des choix de coordonnées qui n'ont pas ce problème. Les coordonnées de Schwarzschild sont bien adaptées à un observateur extérieur. Et rappelons-nous que la dilatation du temps diverge à l'horizon. Et cet observateur ne peut pas voir l'intérieur du trou noir. Donc une telle singularité dans ce choix n'est pas très étonnante. Le calcul montre que tous les paramètres physiques locaux, donc pas à distance, mais là où se situe le voyageur, tels que la courbure de l'espace-temps, varient progressivement, sans discontinuité au passage de l'horizon. Il en est ainsi des forces de marée. Elles sont peut-être destructrices, en dehors du trou noir, ou pas. Mais il n'empêche que ces forces de marée n'augmentent pas brusquement au passage de l'horizon. Elles n'y deviennent même pas finies, évidemment. Elles augmentent progressivement jusqu'au centre, où là, au centre, les effets, les forces de marée divergent et tendent vers l'infini. Cela signifie que si le voyageur est enfermé dans une capsule et ne peut pas voir ce qui se passe dehors, il sera dans l'incapacité totale de constater le passage de l'horizon. Rien n'indique localement, même s'il n'est pas en chute libre. Tout varie progressivement jusqu'au centre en passant par l'horizon. Ça peut être très ennuyant, hein, au sens grave, si le désir freinait avant de franchir l'horizon. Il risque fort de freiner trop tard et de rentrer dans le trou noir. Auquel cas, c'est trop tard. Et cela sans même s'en rendre compte. Voilà, nous sommes passés l'horizon. Et dans la prochaine vidéo, nous allons discuter de ce qui se passe lorsqu'il plonge vers le centre. Je vous remercie.